Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Aujourd'hui, j'accueille de nombreuses promotions différentes dans cet amphithéâtre de Césy Nanterre sur notre campus. On a des ingénieurs, il me semble, informatiques en apprentissage, en statut étudiant. On a aussi des ingénieurs généralistes. On a potentiellement aussi des bachelors maintenance ou encore des personnes en cycle préparatoire de deuxième année. Bonjour à tous, bienvenue. On a aussi des gens qui nous suivent, comme chaque semaine, et pour le coup, depuis 5 ans maintenant, sur les 10 années que constituent les causeries Césy, on a des gens qui nous suivent en live. Ça peut être des tuteurs, des institutionnels, nos collègues des 25 centres Césy en France, et puis vos réseaux aussi personnels. N'hésitez pas à transférer ce lien live qui est gratuit, diffusable, ouvert, aucune inscription. Et vous pouvez donc, via les réseaux ou autres, partager le programme des causeries Césy 2023-2024 avec 26 thématiques proposées. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est important aussi de rappeler le concept des causeries. Les causeries Césy, donc, comme je le disais, 10 années aujourd'hui, enfin cette saison. Et le principe, c'est de vous apporter de la culture générale. La curiosité est source de richesse. C'est le credo des causeries Césy. Ce n'est pas un cours. C'est l'idée justement, par exemple, pour des RH, apprendre ce que c'est la fabrication additive, pour des ingénieurs, avoir un cours et des connaissances sur l'art. L'idée, c'est vraiment que demain, vous êtes curieux, vous apportez des connaissances et dans des conversations professionnelles ou personnelles, être toujours plus riche pour vos discussions et interactions. Donc, merci. Je vais passer la parole à notre causeur du jour, Bruno Leruste, sur la thématique du design et de l'éco-design particulièrement. Donc, comme je le rappelais aux personnes présentes, vous avez possibilité de poser des questions à la fin de la causerie. Vous levez bien la main, je vous apporte un micro, mais à travers le live, vous avez aussi la possibilité d'interagir en envoyant vos questions à causerie au pluriel @cesi.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. N'hésitez surtout pas. Merci à vous. Et puis, bienvenue à Bruno, on peut l'accueillir chaleureusement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici pour venir causer un petit peu avec vous, puisque moi je suis designer industriel de formation. Et j'ai travaillé une bonne quinzaine d'années dans l'univers de la plasturgie, dans l'univers de la grande consommation. Je vois certains produits qui sont devant moi que j'ai pu dessiner avec mes équipes. Et effectivement, il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis dit c'est plus possible de concevoir comme on a toujours pensé la conception de produits. Et donc, j'ai commencé à m'orienter vers ce que moi j'appelle le design plus juste. Et on va essayer de le définir et de le partager ensemble. Le design, c'était souvent et un peu avant une parole très élitiste. On était face à ce qu'on voit souvent dans le design de transport, le design de voiture, ce côté, le design de la courbe, comment on va trouver vraiment une forme très esthétique, ou le design mobilier par lequel il est arrivé, avec vraiment cette idée d'avoir des produits assez chers, avec des matériaux assez nobles, et avec vraiment cet élan d'un grand élitisme, comme je dis, pour toucher une cible particulière. Finalement, le design, c'est aussi ça. C'est aussi du quotidien, c'est tout ce que vous allez consommer au quotidien. Comme je disais, moi, ma spécialité, c'était de faire des bouteilles d'eau. J'ai travaillé pour Volvic, j'ai travaillé pour Evian. Je travaille aussi dans la flaconnerie de bouteilles de spiritueux. Et avant tout, le design, on le consomme au quotidien. Parce qu'on va le chercher plus ergonomique pour trouver la meilleure façon de l'ouvrir, la meilleure façon de le refermer. Et puis, on va finalement créer tout ce flot de différents produits et finalement arriver à un moment où probablement on est allé un peu trop loin. Pour vous dire pourquoi on est allé un peu trop loin, aujourd'hui, on a une production annuelle de 420 millions de tonnes de plastique par an. Alors, c'est un chiffre de plus, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut représenter 420 millions de tonnes de plastique par an produit ? C'est assez simple, si je le compare au poids d'une personne, au poids d'un être humain en moyenne, ça représente l'humanité. C'est aussi simple que ça, on produit autant de plastique qu'il y a de poids d'humains sur la planète, et je dis bien chaque année. Donc c'est ça le problème, et comme vous le voyez sur cette carte, pour info, c'est une carte de la fresque du plastique dont je fais partie également. C'est une carte qui est assez dingue puisque c'est des prospections jusqu'à 2050 comme on voit sur le graphique. Et jusqu'à 2050, dans les prospections, on imagine que la production annuelle pourrait atteindre
en 2050 le millier de millions de tonnes, donc le milliard de tonnes, et donc ça serait vraiment quelque chose de pas très réjouissant. Si on continue comme ça, déjà d'ici 2050, on imagine qu'il y aurait plus de plastique que de poissons dans l'eau. Je pense que vous le savez tous, aujourd'hui le gros enjeu du plastique, c'est comment on arrive à le recycler, ou en tout cas à trouver une façon qu'il arrive le plus tardivement dans la poubelle. Et donc effectivement, on se rend compte que les océans sont plein de plastique. On a le 7e continent qui flotte et qui d'ailleurs aussi en profondeur. On a souvent cette image d'un continent qui est en flottaison sur l'océan, mais finalement la chose la plus hallucinante, c'est que le plastique se décompose et qui va se retrouver au fond, ou en tout cas en lévitation dans les différentes couches des océans. Et donc c'est vraiment un des gros enjeux auxquels vous allez être confrontés. Je voulais parler d'une petite chose qui est assez intéressante par rapport aussi à toute cette consommation, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Donc le jour du dépassement cette année, il était le 2 août. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le jour du dépassement? Donc c'est la date à laquelle la consommation de l'humanité en ressources naturelles dépasse la capacité de régénération de la Terre. Ça veut très clairement dire qu'il y a des populations qui vont beaucoup trop concevoir d'objets ou trop concevoir de produits, et qu'il y a beaucoup d'autres populations qui vont en acheter beaucoup trop également et qui vont en consommer beaucoup trop. Globalement, on se retrouve à la Chine, mais aussi beaucoup l'Asie, qui va produire 2 fois plus que la capacité de ces terres, et donc grosso modo qui va avoir tendance à beaucoup polluer quand elle va extraire des matières et qu'elle va essayer de, j'allais dire, gérer ses usines. Et puis on a les États-Unis. Alors je dis les États-Unis, mais encore une fois, je ne veux pas forcément pointer les États-Unis du doigt. C'est bien évidemment les États-Unis qui consomment beaucoup, mais on a aussi beaucoup d'autres pays, et puis les Européens. On est aussi assez, j'allais dire, bien lotis, si je puis dire, puisque nous-mêmes consommons dans un certain sens beaucoup trop. Mais c'est vrai que les États-Unis ont tendance à consommer 2 fois plus qu'ils pourraient se permettre, les Américains. Donc finalement, c'est un peu l'idée de ce sujet et de la chose dont je voulais parler avec vous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, et surtout qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution? Vous êtes les ingénieurs de demain. Moi, j'ai envie vraiment que vous trouviez un métier qui nous permette à tous de vivre plus sereinement et plus écologiquement parlant. Et donc la première chose, avant même d'être des ingénieurs tous et tous, on est tous des citoyens. Et donc il y a quelque chose qu'on appelle les 5 R. Alors je pense que vous l'avez souvent entendu, mais je voudrais juste revenir dessus sur un événement assez simple et très important. C'est que dans les 5 R, on a un peu ces 5 objectifs, si je puis dire, pour pouvoir valoriser ces déchets, ou en tout cas ces produits. Et on parle souvent du premier, moi j'ai parlé du dernier. Parce que le dernier, c'est recycler. Et ce n'est pas pour rien qu'il est en numéro 5, parce que c'est le dernier à envisager. C'est vraiment ce qu'on apprend quand on fait de l'éco-conception et quand on essaye d'améliorer les choses de la production. C'est que recycler, bien évidemment, c'est une fin de vie qu'on souhaite le plus possible, mais avec 420 millions de tonnes de production et avec autant de produits qui existent sur le marché, on ne peut pas recycler autant. Donc il va falloir d'abord reprendre le début et se dire, la première des solutions en tant que citoyen, c'est refuser. Refuser les sacs plastiques, refuser tous ces objets à usage unique, refuser les bouteilles d'eau qu'on consomme beaucoup et essayer d'avoir une gourde. J'ai une petite aparté sur la gourde parce que c'est intéressant, on va en revenir aussi après. Quand on fait une ACV, alors c'est un mot, je pense que vous devez aussi avoir pas mal entendu parler, une ACV, c'est une analyse de cycle de vie. Quand on fait une analyse de cycle de vie d'une gourde, on se rend compte qu'elle est vertueuse à partir de la 3e année. Donc ça veut dire que si ma gourde, j'arrive pas à la garder au moins 3 ans, finalement l'impact carbone qu'elle va avoir sur l'environnement, il n'est pas suffisamment vertueux. Donc c'est bien d'avoir une gourde, c'est bien de s'en servir. En avoir 10 à la maison et les jeter une fois par an, ce n'est pas une solution. Donc encore une fois, les vraies solutions, c'est la durabilité. Comment je garde les objets que je peux avoir. Donc effectivement, refuser tous ces objets à usage unique, les réduire également. Donc comment je peux faire en sorte, encore une fois, j'ai vu beaucoup d'étudiants avec leurs petits Tupperware qui viennent et qui finalement n'achètent pas une pasta box pour ne citer que ça, mais en tout cas tous ces produits agroalimentaires qu'on va jeter à chaque fois. Préparez vos repas chez vous, c'est une bonne chose, je sais vous n'avez pas forcément le temps, mais c'est très bien pour vous et c'est très bien aussi pour votre santé. Et surtout, alors je fais une toute petite aparté parce que moi j'ai été choqué, faisant partie de la fresque du plastique comme je le disais, et avoir travaillé beaucoup dans la plasturgie. Arrêtez, s'il vous plaît, tous de réchauffer au four à micro-ondes dans des barquettes en plastique. Vous allez tous me dire qu'elles sont micro-ondables, mais au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'il y a des perturbateurs endocriniens, comme on l'a vu dans les biberons il y a 10 ans de cela, on va s'en rendre compte aussi. On ne sait pas tout sur la plasturgie, il y a beaucoup de savoir, mais aussi au fur et à mesure, on se rend compte. Donc, micro-ondes plastique, on oublie.
on passe sur les assiettes, on passe sur du verre, on passe sur de la céramique, sur ce que vous voulez. Transporter les choses dans un emballage plastique, aucun problème. Pour le réchauffer au micro-ondes, surtout quand c'est des soupes, que j'ai vu aussi, des choses qui sont dans des liquides, la migration se fait extrêmement rapidement. Donc si vous le faites 1 ou 2 fois par mois, ça va, mais à mon avis, vous devez manger comme ça tous les midis et peut-être tous les soirs. Donc on oublie, on passe à l'assiette, c'est une très bonne chose également. La troisième, c'est réutiliser. Donc on le voyait avec la gourde. On le voit aussi avec les Tupperware ou ce genre de boîte plastique ou verre d'ailleurs. Donc c'est comment je vais réutiliser et encore une fois le garder le plus longtemps possible. Si ma boîte elle se casse et que je suis obligé de l'acheter, elle devient un déchet et c'est un vrai problème. Et le quatrième qui pour moi est peut-être le plus essentiel par rapport à votre métier, c'est comment vous allez imaginer, concevoir des appareils, des objets quels qu'ils soient, qui soient le plus réparables. On est de plus en plus dans les objets d'obsolescence programmée dite, mais aussi d'obsolescence psychologique. L'obsolescence psychologique, c'est cette notion de dire « Ah, il y a l'iPhone 15 qui vient de sortir, mais moi j'ai le 14, oui, mais le 15, il est mieux. Alors le 14, qu'est-ce que j'en fais ? Je le jette et je rachète le 15. » Je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que vous allez jeter un iPhone 14, mais en tout cas, on va racheter l'iPhone 15. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas de savoir comment va être recyclé ces objets, c'est de savoir qu'à chaque fois que je me sépare d'un objet, j'en produis un autre. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui le produit pour moi. Et produire un objet, c'est ce qui a l'impact le plus fort. Le jeter, on le voit parce qu'on voit nos déchetteries, on voit toutes nos poubelles qui sont remplies, donc on se dit oh, c'est polluant. Et c'est une aparté que je fais aussi parce que j'en parle beaucoup avec des classes de CP en classe élémentaire. Tous les enfants me disent mais c'est la pollution, c'est les poubelles. Ben non, la plus grande pollution, c'est ce qui se passe en Asie, encore une fois, lorsqu'on produit un tas d'objets qu'on va faire venir ici. Et c'est vraiment l'impact le plus fort, c'est la production et c'est les extractions de matières premières. Je voulais juste vous parler aussi de quelque chose qui est assez confus, c'est que quand on parle de tous ces mots, un peu ce nuage de mots, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On confond un peu la recyclabilité du faire de recyclable, de recycler, de ce qui est compostable, de ce qui est biodégradable. Alors je ne vais pas faire un cours élogieux sur tous ces mots. La première chose que j'aurais tendance à vous dire, mettez de côté la biodégradabilité des objets. Ça ne peut pas être biodégradable par référence. Quelque chose qui est biodégradable, c'est quelque chose qui revient à la nature. Un produit, je veux dire quelque chose d'extraordinaire, mais comme un téléphone ou même comme un emballage, il a été fabriqué par la main de l'homme, il n'a rien à faire dans la nature. Peut-être qu'il pourrait être compostable, et encore une fois, je dis avec des grandes guillemets, la compostabilité des objets n'est pas évidente, en tout cas, elle n'est pas évidente d'un point de vue ménager, c'est-à-dire chez l'utilisateur. Mais par contre, il faut vraiment essayer de sortir ce mot biodégradable. C'est le cas pour un trognon de pomme. Vous pouvez le jeter dans la nature, des petites fourmis vont venir les manger, et effectivement, il va se dégrader. Mais un emballage, quel qu'il soit, pour être biodégradable, c'est bien plus complexe. Je voulais aussi parler de la recyclabilité, parce qu'on dit toujours, du moment qu'un objet est recyclable, c'est facile. Par définition, tout objet est recyclable. Pour autant, tout n'est pas recyclable. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un objet est recyclable ? À date, c'est quelque chose de plutôt très ancré et de plutôt très écrit, puisque pour être recyclable, il faut qu'il y ait une filière de recyclage. Et donc, si dans mon pays, j'ai une filière de recyclage, par exemple pour le verre, c'est recyclable. Mais si dans un autre pays, j'en ai pas, ça l'est plus. Et donc, le verre n'est pas recyclable par référence et par définition. Oui, il l'est, mais tant que j'ai pas de filière de recyclage, tant que j'ai pas des gens qui vont le faire, par définition, il ne l'est pas. Et donc, je donne un autre exemple, c'est que le recyclage, typiquement du verre en France, en tout cas du verre ménager, on va tout mélanger dedans. Et donc, on va mélanger aussi bien ce qu'on appelle le verre bouteille, donc le verre qui a une teinte un peu verte, un peu brune, et le verre cristal, donc le verre transparent. Et donc, par ce biais-là, vu qu'on mélange tout, vu que quand vous jetez votre verre dans la poubelle, il va être concassé, il va se casser, c'est le principe du verre, ça va devenir très compliqué de recycler en autre chose que du verre brun, que du verre bouteille. Puisqu'encore une fois, c'est compliqué de enlever la couleur d'un verre. Donc, clairement, en France, on a fait ce choix-là. Vous allez en Allemagne, on a 2 poubelles de verre, une poubelle de verre transparente, une poubelle de verre coloré, et donc forcément, le recyclage est plus vertueux dans un certain sens, puisqu'on peut refaire aussi bien du verre cristal que du verre bouteille. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, la recyclabilité, elle n'est pas innée par l'objet, elle n'est pas si simple à faire que ça, c'est vraiment comment le pays a décidé, ou comment l'Europe, le continent, a décidé de faire telle ou telle chose. Et donc on va parler d'éco-conception, comme on le disait. Moi, c'est un mot qui me paraît très important, l'éco-conception, parce que quand on dit éco-conception, on entend avant tout éco. Et c'est très à la mode de mettre éco partout.
C'est tellement à la mode que moi je me définis éco-designer. Parce que je ne suis pas éco-concepteur. Vous allez demain être éco-concepteur. Je pense que c'est un métier d'ingénieur et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis éco-designer, je suis là pour comprendre et pour essayer d'intégrer ça dans mon design. Vous êtes là pour calculer, pour trouver les portances, pour trouver toutes les choses qui me dépassent. Et tant mieux parce qu'il faut que chacun ait son métier. Moi, mon rôle d'éco-designer, c'est de comprendre qu'il faut parler d'écologie. Donc, il faut parler de cycle, il faut parler de nature, mais surtout, il faut parler de conception. Et c'est vrai que quand on parle d'éco-conception, on a tendance à oublier le mot conception. Conception, ça veut dire comprendre l'outil industriel, ça veut dire comprendre où va le produit, d'où il vient. Toutes ces étapes-là qui sont hyper essentielles dans l'éco-conception. Je vais revenir très rapidement sur le cycle de vie d'un produit. Je pense qu'encore une fois, ça doit vous parler, mais c'est juste pour bien le définir. Quand on fait une ACV, on va avoir grosso modo 6 étapes qu'on va analyser. Je dis grosso modo parce qu'on peut rentrer dans beaucoup de détails. L'ACV, c'est vraiment un métier de data où on va aller chercher toutes les datas possibles pour avoir finalement ce qu'on appelle une empreinte carbone, une équivalence carbone, et pour se dire tel objet a telle équivalence carbone, telle note carbone. Et donc on va se dire, dès la conception, quel a été mon impact carbone? Est-ce que j'étais imaginé, j'allais dire, en France ou aux États-Unis ou je ne sais où, j'ai fait beaucoup de prototypes ou beaucoup d'autres choses, et donc forcément, c'est un impact qui n'est pas le même. Et puis derrière, mes matières extraites, où elles sont extraites, comment elles sont extraites, où elles sont fabriquées, comment elles sont transportées. Quel est l'usage? On a tendance à l'oublier, mais un objet, hormis un usage unique, un objet, je suis obligé de le laver, je suis obligé de lui donner de l'électricité, je suis obligé de lui donner toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, ça a un impact. Et puis, bien évidemment, la fin de vie qui va, elle aussi, avoir un impact sur l'environnement. Et donc, on a créé, au sein d'Alternative Design, un petit outil qu'on appelle l'ACV qualitatif. Il n'est pas là pour, encore une fois, remplacer l'ACV en tant que tel, parce que ce n'est pas notre métier de faire des notations carbone. Le but, il est surtout de dire comment nous, on peut l'analyser. Et donc, on l'analyse d'une façon assez simple. C'est qu'on va reprendre ces 6 étapes en partant du design, matière première, fabrication, transport, usage, fin de vie. Et on va essayer juste de pondérer avec une note de 1 à 5 en se disant, voilà, là, on est vertueux parce qu'on a des points positifs, on a des points négatifs. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. C'est que là, j'ai pris l'exemple d'un stylo. Et donc, ce stylo pilote, qui s'appelle le stylo B2B, c'est un stylo qui est fabriqué en France, qui est fabriqué à partir de PET recyclé. Et donc, la première chose que je vais identifier, c'est que quand j'ai ma matière première, je vois que c'est une matière première qui est déjà issue du recyclage. Donc, forcément, j'ai un impact qui est quand même un peu plus vertueux que si j'avais extrait directement du plastique. Que j'ai la quantité essentielle, nous, ça a été notre travail de dire on n'en met pas trop, parce que c'est pareil. Si on en met énormément, forcément, l'impact est encore plus fort parce que je dois mettre beaucoup de plastique. Pour autant, je vais avoir des points, on va dire, plutôt négatifs. J'ai du tungstène dans ma bille, j'ai des métaux dans la recharge, donc forcément, j'ai aussi des choses qui vont être plus ou moins, enfin, en tout cas, plus négatifs. Et puis, je vais faire un peu comme ça pour toutes les étapes, pour essayer de donner des notations et pour essayer d'identifier, en tant que moi, designer, où c'est que je peux influer pour essayer de faire évoluer les choses. Et donc, je donne souvent l'exemple du stylo parce que j'aime beaucoup, je suis designer et j'aime beaucoup dessiner des stylos en tout cas. J'aime bien l'idée de se dire qu'un stylo, son plus gros défaut, c'est qu'il est souvent jetable. Principe de notre stylo Bic qu'on a tous et que je pense que vous avez tous dans vos trousses ou que vous avez déjà tous eu, c'est que le problème du stylo jetable, c'est que du moment qu'il marche plus très bien, du moment que j'ai perdu son capuchon, du moment que je l'ai un peu trop mordillé, je le jette. Et donc, comme je le disais en préambule, jeter, ça veut dire recycler. Aujourd'hui, c'est très compliqué de recycler un stylo. On commence à avoir des filières qui recyclent, mais grosso modo, le plus important qui, moi, m'apporte en tant que designer, c'est comment vous, utilisateur, ou n'importe quel utilisateur, va s'en séparer le plus tardivement possible. Et donc, des choses toutes bêtes comme, sur ce stylo-là, on va mettre un petit système push-pull au lieu d'avoir un bouchon, donc du coup on ne le perd pas. Donc logiquement, il a une durée de vie plus longue. Je vais avoir une petite agrafe qu'on voit ici. L'agrafe, c'est pareil, au lieu de le mettre n'importe où, je reprends l'idée de l'infirmière ou du médecin qui le met sur sa pochette, mais au moins il ne le perd pas. Donc tout d'un coup, il n'a pas ce problème de savoir où il a mis son stylo. Donc encore une fois, un risque de moins de pouvoir un jour le retrouver dans la poubelle. Et puis cette petite agrafe, elle nous permet aussi de faire en sorte que le stylo ne roule pas sur la table. Ça peut paraître très 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 bête, mais c'est essentiel puisqu'il ne roule pas quand je le pose ou sur une table un peu inclinée. Il ne tombe pas, donc il ne se casse pas par terre. Et donc logiquement, il a une durée de vie plus longue. Donc c'est un peu toutes ces choses-là, en tant que designer et bien évidemment en tant qu'ingénieur, auxquelles, à mon avis, l'éco-conception demande de réfléchir. Je vais vous parler maintenant d'un autre outil qu'on a défini au sein du collectif, qui s'appelle le 5Print, un peu en référence au footprint, pour essayer d'identifier l'empreinte que peut avoir un objet, l'empreinte effectivement carbone.
Le 5Print, on l'a défini en 5 éléments qui sont, à notre sens, les 5 éléments les plus importants auxquels on doit réfléchir quand on a essayé de concevoir un produit. Le premier, c'est recycle, avec cette idée de, au-delà de recycle, parce que comme je vous disais, ce n'est pas que le but de le recycler, c'est comment il va finir sa fin de vie. Donc comment j'arrive soit à lui refaire un cycle, ou comment j'arrive à identifier, avant même d'imaginer le produit, comment la fin de vie va être envisagée pour ce produit. Le deuxième, c'est employ. Employ, c'est cette idée d'employer des matériaux, comment j'identifie les meilleurs matériaux, les matériaux les plus vertueux, des matériaux souvent qui sont moins fossiles, qui peuvent être issus du recyclage, donc recyclés, qui peuvent être biosourcés, en tout cas venir de la nature, comme le bois ou ce genre de choses. Le troisième, qui est le plus important, comme je disais sur le stylo, c'est comment on réduit. On peut réduire la quantité de poids de matière, bien évidemment, mais on peut aussi réduire le nombre de pièces, le nombre de fonctions. Ça peut être le cas pour demain dans l'ingénierie, je le pense souvent dans l'automobile. Pourquoi on a autant de fonctions dans une auto? Surtout pour des fois des gens qui ne s'en servent pas. Ça veut dire rajouter des boutons, ça veut dire rajouter des produits à l'intérieur pour finalement quelque chose qui n'est pas utilisé. Donc c'est aussi tout ça, cette idée de réduction. Et la quatrième, elle est vraiment à droite parce qu'une fois que j'ai fait tout ça en tant que designer, ingénieur, si j'arrive pas à informer l'utilisateur final, bah souvent j'ai tout perdu. Je prends souvent l'exemple de la bouteille d'eau, de je ne sais quel, on va dire le pot en verre, qui ne va pas finir dans une poubelle en verre, bah finalement il ne va pas bien finir sa fin de vie, donc le consommateur n'aura pas compris. Ou encore une fois, toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans une voiture, si l'utilisateur ne s'en sert pas, bah finalement il n'y aura aucun intérêt à les avoir mises. Donc c'est comment je vais informer, soit via de la communication, mais informer aussi via du design. Comment j'arrive vraiment à ce que mon design soit hyper intuitif. Je prends mon produit, c'est facile à ouvrir, c'est facile à refermer, c'est facile à utiliser et je ne me pose pas de questions. Donc c'est toute cette idée aussi qu'on a derrière une forme. Le dernier Rethink, c'est sûrement le plus excitant pour nous designers, c'est comment on repense tout. Parce qu'une fois que j'ai fait tout ce cheminement du 1, 2, 3, 4, la plupart du temps, je n'ai pas toutes les solutions ou je n'ai pas la solution la plus miraculeuse. Et donc c'est aussi ça notre vision, en tout cas au sein du collectif, c'est se dire des fois comment on casse ou comment on met un coup de pied dans la fourmilière pour essayer de tout réinventer. Et je vais vous montrer quelques exemples. Le premier exemple que je voulais vous partager sur cette idée de recycle, c'est Salomon qui a sorti à peu près 5-6 ans un prototype de chaussures. Alors il me semble qu'ils en ont sorti quand même produit. L'idée c'était de dire on va fabriquer la première chaussure intégralement faite avec un seul plastique. Et donc c'est un dérivé, c'est un thermoplastique, c'est un TPU. Et donc grâce à ça, ce plastique, si je le broie très finement, comme on le voit en bas à gauche, c'est un même et unique plastique et donc c'est pas compliqué de le recycler. Le gros problème du recyclage des chaussures, ce qui rend aujourd'hui quasiment inrecyclable toutes vos chaussures, c'est que c'est plein de polymères différents, c'est plein d'élastomères, de différents thermoplastiques et autres qui sont confectionnés, des fois aussi un peu de coton, des fois aussi beaucoup de colle, des coutures, et donc c'est impossible de désassembler la plupart du temps. Donc c'est un vrai problème. Et donc là, Salomon s'est dit, nous on va concevoir une chaussure, en plus blanche, ça peut aider, qui va être facilement broyable, et ce broyat de TPU, lorsque je vais le réinjecter, je vais pouvoir en faire un plastique, et ce plastique, je vais pouvoir le mettre dans une chaussure de ski. Et donc c'est aussi ça tout l'intérêt du concept de imaginer déjà la fin de vie, c'est qu'eux se sont dit, si je crée une filière de recyclage en proposant à mes utilisateurs de venir ramener leurs chaussures de running, j'ai une matière première que je sais transformer derrière pour en faire une chaussure de ski qui, elle, est beaucoup moins contraignante. Pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que refaire une chaussure réellement à partir d'une chaussure, c'est quasiment impossible. Refaire du fil, alors c'est pas impossible de faire du fil à partir de PET typiquement, mais c'est très compliqué. Au lieu que tout d'un coup, si on se dit on fait une chaussure de ski, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est aussi ça l'idée d'éco-concevoir, c'est comment j'arrive à trouver des solutions qui peuvent être dans la rupture, mais qui restent une filière, on va dire, assez simple à engendrer. Une autre idée par rapport au recyclage, c'est Sprite qui avait lancé, encore une fois, peut-être une dizaine d'années, au UK, avec une campagne qui était « It's good to be clear ». L'idée, c'était de dire que c'était la première fois qu'une bouteille de soft drink sortait de son colorant. Pourquoi? Parce que c'est la même problématique pour le recyclage, c'est que les bouteilles en PET, en tout cas en France et quasiment partout dans le monde, on recycle avant tout les bouteilles qui ont moins de 4% de colorant à l'intérieur, les bouteilles dites cristal, comme la bouteille ici ou comme les bouteilles d'eau minérale. Mais toutes celles qui sont colorées, elles rentrent dans une autre filière et celles-ci, elles vont jamais rentrer dans cette idée de cradle to cradle ou de bottle to bottle, de revenir une bouteille. Donc elles vont être ce qu'on appelle décyclées.
Et donc elles vont devenir du feutre pour faire de l'isolement pour les bâtiments. Elles vont devenir autre chose. Et donc on est moins dans cette chose vertueuse. Je ne dis pas que c'est pas bien de les recycler de cette façon-là, mais on est moins dans cette idée de cette bouteille va redevenir une bouteille. Et donc pour ce faire, c'est ce qu'a fait Sprite, et d'ailleurs c'est ce que vient de faire aussi Badoit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Badoit vient d'enlever son colorant aussi bien pour la Badoit verte que pour la Badoit rouge, en disant si j'ai plus ce colorant là, je vais rentrer dans la bonne filière et je peux imaginer que ma bouteille va redevenir une bouteille, et du coup je suis plus vertueux grâce à ça. Par rapport à Employ, ici l'exemple c'est Basically, c'est une marque américaine de vêtements qui a décidé de faire un peu la guéguerre à Amazon en disant stop en fait toutes ces box Amazon qui sont 10 fois trop grandes, où on a plein de vides, où on calfeutre avec beaucoup de carton pour essayer de générer du vide. Et donc ils ont travaillé sur une boîte en cellulose qui va prendre parfaitement la forme de leurs vêtements. Donc effectivement, ils n'ont pas autant de gestion qu'Amazon, on est d'accord, mais ils ont quand même essayé de travailler sur quelque chose qui va prendre le moins de place possible, où on va avoir le moins d'air, et surtout de travailler avec des déchets, puisque cette matière, elle est issue de la bagasse. La bagasse, c'est le déchet de la canne à sucre. Une fois qu'on a extrait le sucre, il reste une matière végétale. Et donc, avec cette matière végétale, ils ont pu faire cette boîte qui permet aujourd'hui d'être aussi vertueux que le carton, puisque aussi recyclable, mais d'avoir une vertu plus forte en amont, sur le côté, encore une fois, employ, parce que j'emploie un carton qui est beaucoup moins nocif en tout cas beaucoup moins impactant qu'un arbre qui va demander beaucoup de temps à pousser. La canne à sucre, ça pousse en une année, on la coupe, on prend le sucre et après ce n'est qu'un déchet, versus un arbre où il faut attendre 25 ans, et on sait à quel point la gestion de toutes nos forêts est quelque chose d'assez critique en ce moment. Par rapport à Reduce, là c'est une autre un peu tendance qu'on a eue, pareil il y a quelques années de cela, où on se disait comment on réduit entièrement quelque chose. Dans l'univers de l'emballage, ici on a Carlsberg ou on a Evian, c'est comment on arrive à enlever ce film de regroupement qui finalement ne sert que à regrouper. Et je dirais que cette fonction-là, puisque c'est pas vrai, il a une autre grande fonctionnalité qu'aiment beaucoup les marques, c'est de mettre en avant la marque. Et effectivement, Carlsberg a réussi à faire un truc assez intéressant, c'est que juste en disposant correctement ses canettes, il a réussi à avoir un impact aussi fort qu'il avait avant avec son film de regroupement. Vous allez me dire que ce n'est pas magique, parce qu'il faut quand même les faire tenir. Et en fait, c'est juste des points de colle. Il y a 4 points de colle qui sont mis au bon endroit et qui permettent de bien maintenir les canettes entre elles. Et donc, c'est tout d'un coup comment j'arrive à enlever quelque chose qui est très polluant en plus. Ce sont des films qui sont très difficiles à recycler, qui sont souvent très chargés en encre, puisqu'on met toute la marque dessus. En mettant juste 4 points de colle, j'arrive à changer ça et à réduire, ou en tout cas à quasiment enlever une fonction dans mon mix emballage. Par rapport à une forme, j'aime beaucoup cet exemple-là, qui doit peut-être vous parler, de Patagonia, qui est une marque très respectable, si je puis dire. Patagonia qui nous a lancé une campagne de pub il y a pas mal de temps aussi, qui nous disait « Don't buy this jacket », avec la référence de dire en fait, n'achetez pas mes produits. On pourrait se dire que quand même c'est assez contre-productif de faire une campagne de pub pour dire arrêtez d'acheter mes produits. On n'est pas dans le Black Friday, pas du tout même. Et donc très clairement, ce qu'il voulait dire avant tout, c'est mais avant de l'acheter, essayez de réduire vos achats, essayez de réparer. Essayez de réparer, ils ont lancé en même temps une campagne de com où sur leur site, ils montraient tous leurs modèles et toutes les façons de les réparer. Qu'est-ce qui se passe sous les aisselles? Qu'est-ce qui se passe avec un bouton? Qu'est-ce qui se passe avec le col? Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer pour réparer toutes vos doudounes ou toutes vos pulls Patagonia. Et donc c'est aussi ça. La mission, à mon avis, d'une entreprise, c'est comment j'informe mon consommateur, mon client, mon utilisateur, pour lui dire, des fois, il vaut mieux pas acheter, et des fois, il vaut mieux réduire, réparer, voire, entre guillemets, encore une fois, en dernier lieu, recycler. L'autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est une marque française qui s'appelle Loom. C'est une start-up qui essaie de travailler un peu dans cette même notion du vêtement qui va être le plus durable possible et qui va quasiment jamais finir à la poubelle. Et donc, quand ils envoient leurs vêtements par emballage, ils le mettent dans une petite pochette grave et ils nous disent clairement cet emballage pollue. Encore une fois, comment on communique, comment on informe. Il nous dit oui, il pollue, mais pour autant, c'est ce qu'on a trouvé de moins pire, si je puis dire. Donc c'est finalement, ça pollue, j'explique pourquoi. Et puis derrière, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont dire, si vous voulez par exemple renvoyer à votre grand-mère votre pull usagé ou je ne sais quoi, vous le mettez dedans, on a mis une bande autocollante, vous pouvez directement le renvoyer. Si vous voulez le mettre, n'oubliez pas de le mettre dans la poubelle jaune parce que c'est recyclable. Donc c'est toute cette idée-là, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose de 100% vertueux, quelque chose qui a zéro impact, ça n'existe pas.
Par contre, on peut essayer de rendre les choses plus vertueuses et surtout en éduquant au maximum son utilisateur final. Quand je parlais de rupture, c'est aussi pour moi ça la rupture. C'est Fairphone, alors je pense encore une fois que ça doit peut-être vous parler. C'est l'univers du smartphone où on a tous les mêmes téléphones. Je dis ça parce que moi je viens d'un monde où avant on avait plein de téléphones différents, on avait des touches dessus, tout ça. Maintenant on a tous des téléphones avec des pavés tactiles. On a tous un iPhone bis. Je dis iPhone bis parce que c'est iPhone qui a inventé ce genre de téléphone. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, qui a dit peut-être que le futur du téléphone c'est ça. C'est peut-être un téléphone qui est 100% réparable, qui est 100% upgradable. Votre appareil photo, il est plus bien, vous changez que l'appareil photo, arrêtez de tout changer. Donc c'est un peu aussi cette idée de se dire que d'un point de vue conception, bien évidemment, je vais mettre les matériaux les plus éco-conçus ou avec le moins d'impact possible. Bien évidemment que je vais essayer aussi de trouver la meilleure façon de recycler, d'avoir un usage très conforme. Mais ça, pour moi, c'est un concept en tant que tel qui vient pour tout repenser dans l'univers de la téléphonie mobile. Ou sinon, autre exemple dans l'univers de l'emballage que vous devez forcément connaître par rapport à Nespresso, c'est que Nespresso, ils étaient en guerre depuis qu'ils ont créé leur capsule. C'était en guerre pour trouver un moyen de recyclage. Personne ne voulait recycler la capsule Nespresso. C'est trop petit, c'est pas assez valorisable, c'est très compliqué à recycler une capsule Nespresso. Ils sont allés voir, bien évidemment, tout le monde, tous les recycleurs et autres, et à chaque fois, on leur disait non, c'est trop complexe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on va créer notre filière. Et la chose plutôt positive, si je puis dire, qu'ils avaient ou qu'ils pouvaient se permettre, c'est que vu qu'ils ont leur boutique en propre, il suffisait de donner ce joli sac plastique à leurs consommateurs en leur disant quand vous avez fini vos capsules, vous nous les ramenez. Au moment où vous allez venir racheter des capsules Nespresso dans la boutique, vous nous les ramenez et nous, on les recycle. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste créer l'une des plus grandes usines de recyclage de café européennes qui se trouve en Hollande. Et donc, toutes les capsules Nespresso, en tout cas toutes celles qui finissent dans ce sac, et même maintenant celles qui finissent dans la poubelle jaune, arrivent à être recyclées dans cette usine. Donc, c'est aussi ça, cette idée de des fois, là, il n'y a pas de design, si je puis dire. En tout cas, il n'y a pas de design produit pour ma part. Mais tout d'un coup, c'est aussi comment on repense les choses et comment on peut, encore une fois, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait, nous, au sein du collectif, avec un peu notre vision. On a un peu 3 récits qui, à mon sens, est probablement les choses les plus importantes qu'on peut faire par rapport à la définition d'un produit. La première, c'est, je l'ai beaucoup dit, mais je le répète, c'est la durabilité. La durabilité, on se dit souvent, c'est comment je vais garder le plus longtemps mon produit. Mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il soit réparable, ça veut juste dire qu'il a une garantie. Je pense que ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire aussi qu'il est peut-être indémodable. Tous les produits qu'on garde, c'est souvent ceux où on arrive à rajouter de l'émotion dedans. Je suis sûr que dans cette salle, il y a plus de la moitié de l'amphithéâtre qui a gardé son doudou lorsqu'il avait 2 ans. Si vous les avez, je suis sûr. Et donc ce doudou-là, vous le gardez avant tout parce qu'il vous ramène quelque chose d'émotion. C'est pas parce qu'il a été super bien conçu ou parce qu'il y a marqué Apple dessus, c'est avant tout parce que vous avez de l'émotion. Donc comment, nous designers, et même vous ingénieurs, on arrive à créer de l'émotion avec les produits qu'on arrive à créer. Le deuxième, c'est l'upcycling. L'upcycling, c'est comment j'arrive à sortir justement du recyclage. Le problème du recyclage, c'est qu'il est très vertueux, par définition, surtout quand on a des très grandes quantités de produits, comme on le voit dans les produits à usage unique, les emballages. Mais le problème, c'est qu'il demande beaucoup d'énergie. Il va falloir prendre la bouteille, si je prends qu'elle, la découper en petits morceaux. Alors, avant de la découper en petits morceaux, il faut la prendre dans un camion, l'emmener dans un centre de tri, ensuite l'emmener dans un recycleur, ensuite la découper, ensuite en faire des paillettes, ensuite en refaire du plastique. Enfin, vous m'avez compris. Tout ça, ça demande un impact assez fort. L'idée de l'upcycling, c'est comment je fais pour prendre ma bouteille et en l'état, c'est une matière. C'est un produit, c'est une clé d'entrée pour moi, designer. Et donc, c'est nous quelque chose qui nous anime en disant un déchet, il peut être revalorisé en tant que tel. Une bouteille d'eau, qu'est-ce qu'on fait avec? On ne va pas essayer de forcément la découper. Donc, c'est ça toute la notion de l'upcycling, c'est comment on évite le recyclage. Et puis, le dernier, c'est l'ergocycling. C'est un mot qu'on a inventé et je vais vous le définir un peu plus. Mais l'ergocycling, c'est la rencontre de recyclage, du recycling et de ergonomie. Et donc, c'est comment je vais aider au maximum l'utilisateur, encore une fois, pas via cette idée d'inform, mais plus via vraiment cette idée de design. Je vais aider l'utilisateur pour qu'il puisse facilement faire ce geste, ce geste de choses plus vertueuses pour l'environnement, puisque, encore une fois, on ne veut pas le contraindre, l'utilisateur. Quand on commence à dire « arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça », ça ne fonctionne pas. Arrêtez de vouloir contraindre les gens, ce n'est pas une bonne idée. Donc nous, on va essayer de le faire avec quelque chose, on va dire, plutôt de consensuel. Le premier concept qu'on a travaillé au sein du collectif sur cette idée de durabilité, c'est Romy.
Remis, c'est une chaise. Alors, on est designer, on aime beaucoup faire des chaises. Et en fait, l'idée de cette chaise, c'est premièrement de se dire qu'elle doit être durable, donc réparable. Mais la première chose qu'on s'est dit aussi, réparable, c'est chaud. C'est super chaud de réparer une chaise. Donc, comment j'arrive à réparer une chaise ? La première chose qu'on s'est dit, c'est réparable sans aucun outil. Parce que si je commence à dire qu'il faut que je sorte une perceuse, une tournevis ou je ne sais quoi, ça devient compliqué. Donc ça a été notre premier clé d'entrée. La deuxième, c'est de dire, on va essayer de créer une chaise le plus indémodable possible. Donc on a créé quelque chose qui est plutôt dans un univers plutôt basique, si je puis dire. Et puis le dernier, c'est comment elle évolue en fonction de son utilisateur. Et je vais vous montrer des exemples, puisque comme je disais, à notre sens, la chaise de 2023, elle doit être avant tout fonctionnelle, on doit pouvoir s'asseoir dessus, c'est évident, mais comme je disais aussi, elle doit être iconique. Quand une chaise est iconique, quand un produit est iconique, on a envie de le garder. Je reprends un autre exemple des boîtes iPhone ou même de la Game Boy ou de je ne sais quoi que vous avez pu avoir dans votre enfance. Souvent, la Game Boy, elle ne fonctionne plus, mais vous la gardez dans votre tiroir parce qu'elle est trop belle, parce qu'elle est vintage, je ne veux pas m'en séparer. Et donc, il faut qu'elle soit iconique, mais aussi durable. Et donc, cette durabilité, c'est comme ça qu'on la définit en étant réparable. Et donc, grosso modo, on a créé un module qui va pouvoir quasiment faire toutes les chaises possibles et imaginables. La chaise qu'on va retrouver au bureau, le tabouret de bar, le fauteuil, les différentes chaises, même des ottomans, donc des repose-pieds. Et donc, on va pouvoir, à partir d'une même base, pouvoir, moi, utilisateur, faire évoluer. Là, il y avait une vidéo, mais je vais la passer. L'idée est la suivante, c'est de dire qu'on crée une chaise par son milieu, par sa structure. On va créer ce qu'on a appelé une colonne vertébrale qui va, elle, intégrer tous les éléments qui vont être vissés à la main. Et donc, on va prendre en sandwich dans cette colonne vertébrale différents éléments. Et il y a les éléments comme les pieds qui vont venir fermer et emprisonner les différents éléments pour venir les serrer entre eux. Et donc, c'est l'intérêt, c'est qu'en partant d'une chaise, si tout d'un coup, une partie du dossier est usée ou cassée, je peux changer que cette partie-là. Et puis, si tout d'un coup, je me rends compte que cette chaise-là, elle n'est plus à mon goût, je pourrais l'emmener jusque-là à gauche. Et dans l'autre idée de la fonctionnalité, si tout d'un coup ma chaise, je dois la mettre sur un bureau mais qu'elle me fait mal aux fesses parce qu'elle n'est pas du tout ergonomique, je vais en créer une chaise de bureau. Je vais finir par peut-être mettre un pied à roulette parce que c'est plus facile. Et puis je peux aller à dire, cette assise, je peux la garder et elle devient aussi un tabouret pour mettre sur un bar ou ce genre de choses. Donc c'est avec un seul et même produit, je vais pouvoir vraiment répondre aux attentes de mon utilisateur, pas à un instant T, mais durant toute sa vie. C'est vraiment l'idée de comment la chaise évolue en fonction de son utilisateur. Donc là, c'était un autre exemple de ce que ça pourrait devenir. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire, elle peut se fondre un peu n'importe où dans la maison. Alors dans la maison ou même, j'allais dire, dans une entreprise. Tabouret de bar, comme vous le voyez ici, en cuisine. Fauteuil dans un salon pour se reposer avec, comme je le disais, l'ottoman. Donc l'ottoman, c'est le repose-pied qui est sur ici. Donc là, on a juste mis une inclinaison différente. On a rajouté des éléments de confort. Pour être plus confort, on a rajouté des accoudoirs. Et puis pour aller jusque dans un bureau où on va avoir vraiment la chaise de bureau avec même le repose épaule, les zones de confort, le pied, et puis avoir des chaises de type réunion où on va avoir encore une fois le même design. Et donc c'est vraiment ce qui nous importe le plus là-dedans, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on déménage, on le voit aussi beaucoup dans les entreprises, on peut refaire facilement un produit à partir d'un même. Le deuxième exemple par rapport à l'upcycling, c'est un projet qu'on a édité récemment qui s'appelle Flora. Et donc ce projet, c'est un vase que vous voyez là. Et en fait, le vase, il part d'un consensus en se disant j'ai un objet, j'ai une bouteille. Alors là, ce n'est pas un objet bouteille, c'est plutôt un objet flacon. C'est un flacon type conserve, vous savez, les bocaux où on a de la ratatouille, de la compote, de la confiture. En se disant encore une fois, si je ne veux pas emmener ce pot jusqu'au recyclage, comment je fais pour l'upcycler ? Et donc l'idée, elle est assez simple et on le voit ici, c'est que ce vase que vous voyez là, il est juste fabriqué avec cette partie haute que nous éditons. Et derrière, il suffit juste de dire à l'utilisateur, au consommateur, de récupérer un bocal, de le laver et de pouvoir en fabriquer un vase. Et donc c'est toute l'idée qu'on a voulu mettre en avant, c'est que premièrement, nous on le fabrique en Made in France, on l'a conçu ici. On est dans cette idée d'éduquer le consommateur à l'upcycling et de faire comprendre que le recyclage du verre, même s'il est très vertueux en France, il demande beaucoup d'énergie. Donc du coup, de temps en temps, on peut aussi faire différemment. Et même si le vase finalement casse et que le pot casse, premièrement, le pot lui-même est recyclable. Nous, notre coiffe, comme on l'appelle en haut, notre coiffe Flora, elle est quasiment indestructible et il vous suffit de remettre un autre bocal pour refaire le même vase. Et donc voilà, ce qu'on disait rapidement, c'est que
On l'a imaginé et designé en France, comme la plupart des gens aiment le dire, comme Apple aime le dire, c'est imaginé et designé en Californie, mais c'est surtout fabriqué en France. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous, c'est que oui, on fait de l'upcycling avec ce genre de projet, mais surtout, on va trouver les moyens de le fabriquer. Comment on l'a fabriqué? Avec un outil très simple que vous devez forcément connaître, puisqu'on le fait avec de l'impression 3D. On le fait avec de l'impression 3D avec un fil suffisamment épais qui nous permet d'avoir quelque chose de qualitatif. Et surtout, on le fait avec un fournisseur qui s'appelle Francophile, qui fait du fil fabriqué en France et qui le fait surtout à partir de coproduits. Et donc, toutes les colorations de ce vase Flora sont faites avec des coproduits, donc des déchets de production. Ils ont récupéré de la drèche pour faire du fil de PLA. Donc la drèche, c'est le déchet de la bière, donc c'est le céréal qui reste, le marc de café, de la poussière d'huître. On est même en train d'essayer de faire des choses avec de la brique en ce moment, donc des poussières de briques qui donnent un côté plus terreux qui est aussi assez intéressant. Et maintenant, je vais vous parler de l'ergocycling. Comme je le disais un peu en amont, on s'est posé cette question de comment on fait en sorte que l'utilisateur final, ce ne soit pas une contrainte pour lui d'avoir un produit. Et finalement, on ne doit pas le forcer à faire un geste qu'il n'a pas envie de faire. Principalement parce que si je le force, peut-être qu'il va trouver l'idée géniale au début, mais il va s'en lasser. Donc nous, notre volonté avec cette idée d'ergocycling, c'est que comment je travaille l'ergonomie de mon produit, la facilité d'utilisation de ce produit, pour que derrière, on sache qu'il va être vertueux. Alors, recycling, ce n'est pas forcément pour être forcément recyclé, mais en tout cas, c'est pour qu'il soit plus vertueux derrière. Et donc, ce qu'on dit, très clairement, l'ergocycling, il existe depuis la nuit des temps. Le bon exemple, c'est la bouteille Evian. Depuis la nuit des temps, les consommateurs disaient moi, j'en ai marre de mes milliers de bouteilles qui sont dans mes poubelles. Donc, Evian avait inventé à l'époque la première bouteille d'eau compactable qui va prendre moins de place et qui va faciliter à générer moins de place dans les bacs. C'était simple et surtout, il y avait un intérêt pour le consommateur. Sa poubelle est plus réduite et il y a un intérêt pour le recycleur derrière parce que derrière, lui, il a des poubelles aussi plus simples à gérer. Ça ne lui fait pas des bacs énormes. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça peut être le gars aussi de Apo, qui est une petite start-up de brosse à dents, qui a dit il faut arrêter de jeter ses brosses à dents. Donc nous, on va faire un truc très simple, c'est juste un petit clip qui est changé ici. Ça se met super facilement dans la brosse à dents et c'est assez simple de pouvoir jeter plus que cette partie-là qui est usée et de garder celle-ci quasiment ad vitam aeternum. Donc c'est toute cette idée de comment je propose à mon utilisateur de faire un geste pour la planète, mais je le propose le plus simplement possible. Nous, on a travaillé sur un projet qu'on appelle CAM, en référence un peu au camel, donc au chameau qu'on a dans le Sahara. Et donc, l'idée de CAM, c'était de dire comment on fait pour avoir cette fameuse gourde dont je parlais en préambule, comment on fait pour l'avoir toujours avec soi. Et donc, c'est un vrai problème parce que dès que c'est l'été, j'ai plus mon sac à dos, j'ai plus mon gros blouson. Donc, comment je fais pour l'avoir? Et donc, on a travaillé, là, d'un point de vue ergonomique, sur des patrons de corps en se disant comment je fais pour intégrer, dans un premier temps, une banane. Je pense que ça doit pas mal vous parler, le sac banane, de comment je l'intègre au niveau des épaules. Est-ce que je l'intègre en biais? Est-ce que je l'intègre plutôt de version droite? Enfin, toutes ces choses-là. Et puis derrière, comment je fais pour intégrer ma bouteille d'eau? Et donc, ma gourde d'eau. Et donc, ce qu'on a développé ici, c'est une poche banane qui est complètement standard. On a des poches à l'intérieur, on peut mettre son téléphone, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et en fait, on a ce qu'on a appelé une poche kangourou ici, qui est zippée, si vous voyez sur le prototype ici, qu'on va juste pouvoir ouvrir quand on en a besoin et glisser notre gourde d'eau quand on veut partir avec. Donc globalement, on ne va pas changer les fonctions du sac banane, on ne va pas contraindre le sac banane, mais on va juste ramener une fonction qui peut servir au quotidien, en tout cas quand j'ai ma gourde avec moi et que je n'ai pas d'autre endroit pour la porter. L'autre exemple, c'est un projet qu'on a fait avec une startup qui s'appelle Flycup. Et donc, cette startup, elle avait pour ambition de dire comment on fait pour manger correctement dans les événements type stade, concert, festival, tout ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on se retrouve souvent avec le burger, les frites, la boisson, un peu comme moi avec ma télécommande et mon micro, et après, on ne peut plus rien faire d'autre. L'idée était assez simple de se dire, j'arrive à tout mettre dans un seul et même emballage. Pour le restaurateur, c'est hyper simple parce que eux les empilent simplement. Ils ont besoin juste de mettre dans les compartiments les différentes choses. Et pour l'utilisateur, c'est hyper simple parce que comme vous le voyez là, on glisse notre main à l'intérieur, on arrive juste à récupérer la boisson et on maintient le tout en une seule chose. Et donc, on a une main qui est libre. Et donc, vu que j'ai une main qui est libre, je peux manger, je peux prendre ici mes sushis ou mon burger. Et donc, c'est assez simple. L'autre outil qu'on vient de développer pour eux pour la Coupe du Monde de rugby, c'est comment je fais pour prendre 4 pintes
de soda ou de bière quand je suis dans un stade, et bah, c'est pas simple de revenir avec les 4 pattes, surtout dans un stade. Et bah, tout d'un coup, avec une seule feuille de carton, et c'est bien une seule feuille de carton recyclée, on a réussi à faire tenir 2 kilos de boissons, juste en les prenant comme ça. Et encore une fois, extrêmement simple à mettre en place pour l'utilisateur, mais extrêmement simple à mettre en place aussi pour le restaurateur. Le dernier exemple, c'est encore une fois dans la bière, c'est Deck & Doneu, qui est une petite brasserie artisanale, très bonne bière d'ailleurs, qui nous avait demandé de travailler sur un meuble parce qu'il souhaitait essayer de faire de la consigne. Et en fait, il y a un enjeu par rapport à la consigne, c'est aider le consommateur à faire quelque chose de simple lorsqu'il va venir en boutique et donc de comprendre. Et donc nous, on a pris le parti pris de dire on montre les casiers et on fait comprendre dès le premier acte d'achat qu'il faut les ramener. Parce que si je vois des bouteilles vides, j'ai compris intellectuellement que ici elles sont vides et donc du coup c'est là où on les ramène. Mais surtout, on les met de façon suffisamment inclinée pour les mettre facilement. Et puis derrière, c'est très simple pour la partie retailer, donc la personne qui va venir récupérer, puisque les caisses sont suffisamment inclinées pour qu'il y ait un passage suffisamment bien dessiné pour que la personne vienne juste tirer la caisse avec les bouteilles et que ce soit extrêmement simple et qu'il n'y ait pas trop de manipulation. Donc c'est comment, encore une fois, on réussit à informer son utilisateur et lui faire comprendre que c'est un geste aussi simple que de remettre la prochaine fois la bouteille de bière là où il l'a achetée la semaine d'avant. Et je crois que j'ai terminé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer aux échanges. Je vous propose donc de bien lever la main si vous avez des questions et je vous apporte un micro. Et pour les personnes qui nous regardent, envoyez vos interrogations, comme je le disais, donc à l'adresse mail causerie@cesi.fr. Et comme ça, je vous ferai porte-parole de vos interrogations. On va juste donc lever la main et puis je vais juste. Hop. Pourquoi ça marche pas cette connerie? Pourquoi j'ai pas le... Bon, c'est pas grave. J'arrive pas. Tu veux bien mettre la troisième slide si tu veux? Alors, bon, c'est pas grave. Une question. Ah, oui. Parlez bien fort dans le micro. Oui, j'avais une petite question. La chaise que vous avez montrée, elle est censée coûter combien ? Alors c'est une super question, puisque je ne le sais pas du tout. Parce que c'est un projet d'édition, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore posé là-dessus. C'est une bonne question. Très clairement, on espère qu'elle coûte le moins cher possible. Je ne sais pas comment te dire autrement. Maintenant, nous, notre objectif aussi, c'est qu'un des gros problèmes des chaises dans l'univers du mobilier, c'est qu'on les livre montées. Donc ça veut dire qu'une chaise, c'est un carton gros comme ça, une chaise. Donc nous, notre idée, c'était de revoir un peu la chaise, on va dire, en kit, grâce à cette idée-là, et d'imaginer que juste grâce à ça, on soit beaucoup moins cher. Maintenant, si c'est un éditeur français qui le fait avec des matériaux très nobles, et ce genre de choses, bah oui. En tout cas, nous, on cherche à l'éditer aujourd'hui. Donc la question, c'est un peu compliqué de te répondre comme ça. Bon, je vous remercie tout d'abord pour votre présentation qui était très enrichissante. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai deux petites questions à vous poser. Donc, la première, concernant ce que vous avez présenté sur le 5print, est-ce une norme maintenant ou c'est juste quelque chose que vous proposez, vous, pour... Par rapport au 5print, nous, c'est vraiment notre outil. J'ai montré que 2 outils là avec l'ACV qualitatif et le 5print. C'est vraiment les outils qu'on a développés au sein du collectif. C'est pas une norme, en tout cas, pour répondre directement à la question. Mais clairement, c'est quelque chose qu'on essaye d'avoir à chaque fois avec nos clients et avec les échanges qu'on a avec nos clients, en tout cas, oui. D'accord. Une deuxième question, peut-être, maintenant ce sont 3 questions. La deuxième question concernant l'ergocycling, donc que vous avez montré des exemples qui sont très importants. Est-ce que vous êtes satisfait? Si j'ai bien remarqué, les exemples sont surtout en France. Quelques exemples. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution de l'ergocycling autour de vous? Comment vous voyez l'évolution peut-être? Et peut-être la dernière question, côté international, est-ce que vous avez des idées ou est-ce que si c'est vraiment ça attire les autres par rapport à l'ergocycling? Oui, okay. Par rapport à l'ergocycling, alors, oui. L'ergocycling, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui nous... Enfin, comme je dis, ça existe depuis la nuit des temps. On a juste écrit un mot, si je puis dire. Mais c'est vrai que
je pense que ça doit devenir une norme, par rapport à reprendre vos mots. C'est que on a besoin de créer ces objets du futur qui ne doivent pas contraindre l'utilisateur. Et est-ce que j'ai d'autres exemples que les exemples français? C'est pas simple comme ça de prime abord, mais à mon sens, il y en a partout en fait. Parce que dès qu'on arrive à créer un objet, j'essaie de réfléchir en même temps. J'avoue que j'ai pas forcément la réponse de trouver d'autres exemples d'ergocycling, mais je pense vraiment que, à mon sens, c'est un peu ce qui va se passer dans toutes les prochaines générations d'ingénieurs et designers, c'est que de plus en plus, ça va devenir intrinsèque à chaque réflexion. C'est que comment, bien évidemment, j'ai un impact le plus faible possible pour l'environnement, mais bien évidemment, comment je le fais sans rentrer dans la douleur. Je peux parler d'un truc, alors je suis désolé, j'ai un autre exemple, mais c'est encore français, de la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été mise en place, où on commence, j'allais dire, alors je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais on commence à contraindre, parce qu'il y a un moment, on n'a plus le choix. Donc on commence à dire plus d'emballage plastique dans, par exemple, le rayon fruits et légumes. Donc ça veut dire que pour le consommateur, il faut trouver une façon, je prends un exemple très bête, mais sur lequel j'ai travaillé dernièrement, comment je fais pour qu'une fraise, elle soit dans un emballage non transparent, puisqu'il n'y a que le plastique aujourd'hui qui offre ça, et du coup la fraise, on ne va pas la voir. Donc ça pose beaucoup de problèmes, parce que l'utilisateur qui dit moi, mon pack de fraises, si je ne vois pas, j'achète pas parce que je ne sais pas si les fraises à l'intérieur elles sont bonnes ou pas. Donc il y a encore plein de choses à créer et je pense, enfin moi en tout cas ça m'excite beaucoup de dire comment on arrive à trouver toutes ces solutions à tous ces problèmes parce qu'on doit passer par là. Il y a un peu 5-6 ans en arrière, on se disait l'éco-conception est une tendance. Moi la chose que je me dis c'est que l'éco-conception est une obligation. À mon sens, ça doit être dans tous les sujets, et elle l'est quasiment dans tous les sujets, en tout cas ceux que je vois moi au sein du collectif. Maintenant, vu que c'est obligé, c'est comment on va plus loin. C'est pas juste dire, encore une fois, moi ce qui me challenge beaucoup, c'est juste dire l'éco-conception, c'est pas juste prendre du papier à la place du plastique, c'est pas juste prendre du bois à la place du métal. C'est qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin. C'est pas juste un propos de matière. C'est tout ce que je viens de décrire derrière, et bien évidemment, l'ergocycling est hyper important pour l'utilisateur final. Maintenant, côté prix, si on va réfléchir un petit peu au prix, est-ce qu'on doit toujours avoir un souci quand c'est ergocycling, ça veut dire c'est plus cher ou non, pas nécessairement? Est-ce que vous regardez ça quand vous faites vos idées ou bien quand vous proposez des choses? Alors oui, on le regarde. Et la plupart du temps, moi ce que j'aime bien, c'est que, en tout cas, écologie rime souvent avec économie. Déjà, quand on dit réduire, moi je dis en premier, je prends encore une fois l'exemple des voitures, si on réduit le nombre d'options entre guillemets obligatoires ou le nombre de boutons, forcément on va en mettre moins. Donc logiquement ça sera forcément moins cher. Et c'est vrai que souvent on va chercher de l'innovation, donc on pourrait croire que c'est plus cher, mais en tout cas dans les projets sur lesquels on a traité, on se rend compte très rapidement d'un point de vue assez pragmatique. Je remontais sur Decade Onouche de faire une ouverture sur le bois, alors c'est pas forcément moins cher, mais c'est aussi simple que ça pour dire que ça va être plus facile à prendre à la caisse. Et en tout cas, ça ne coûte pas plus cher. On avait une question sur les objets sur lesquels vous avez travaillé là. Oui. C'est des choses qui sont sorties, qui existent, on peut les acheter, ou c'est des prototypes. Alors, je reprends les quelques exemples que j'ai montrés. Donc, FlyCup, c'est une start-up française, comme je disais, qui était sur la Coupe du Monde de rugby. Donc, c'est une start-up qui est sortie. Vous pouvez en retrouver ils sont des fois à Starbucks. Enfin bref, ils sont sur des marchés un peu locaux. Mais en tout cas, ils étaient au Stade de France pour la partie boisson. Decade Onouche, c'est un projet plutôt, on va dire, prospectif, puisqu'il ne me semble pas qu'il a été développé in fine, mais qu'en tout cas, il travaille toujours sur cette volonté de consigne. Le projet Flora qu'on édite nous, donc oui, il est sorti, mais encore une fois à toute petite échelle, parce que nous ne sommes que des petits dans ce monde-là. Et puis la chaise, comme je disais, la chaise, le jour où on trouvera un éditeur, et on l'espère, peut-être qu'elle sera sortie, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On a une question via le live. Donc, comment réduire la quantité de déchets générés à chaque étape du cycle de vie, compris à la fin du cycle? Alors, c'est très large, à la fin de vie du produit. Vous y prenez comment? Quelles sont les étapes de réflexion par rapport à ça? Juste par rapport aux déchets, c'est ça? Oui, à la quantité de déchets générés, en fait. Vous partez, j'imagine que vous y pensez dès la conception. C'est un peu ce que je disais par rapport à cette idée de durabilité, c'est que pour moi, pour nous, l'idée, c'est avant tout de faire des produits qui vont finir le plus tardivement possible dans la poubelle. Comment on fait pour y arriver? On va passer par toutes ces étapes de dire, moi, je veux qu'il soit le maximum réparable, je veux qu'il soit le maximum compris par mon utilisateur, je veux qu'il...
je pense que cette idée de poubelle, entre guillemets, ou cette idée même de passage au statut de déchet, comme on dit souvent, il faut qu'elle arrive à être sortie le plus possible de la tête de l'utilisateur ou du consommateur. Et quand nous, on y réfléchit, on se dit avant tout, réparabilité, réemploi, seconde vie. Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'on va vouloir intégrer pour qu'il y ait le maximum de scénarios différents pour que l'utilisateur, finalement, puisse quasiment pas, même si encore une fois on ne veut pas le contraindre, que l'objet finisse à la poubelle. En tout cas, que l'objet soit un déchet. Et une question sur la comparaison de la France en matière d'éco-design par rapport aux autres pays. Est-ce qu'il y a des pays qui sont à la pointe? Est-ce qu'il y a des choses qui se font qu'on aimerait bien mettre en place? Ouais. Alors, je pourrais citer des pays qui sont assez évidents comme la Scandinavie, enfin les pays scandinaves qui effectivement travaillent beaucoup dessus, qui sont des pays qui ont beaucoup qui ont le design, j'allais dire, en eux. Je pense qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a assez marqué durant ma carrière, c'est qu'en France, on n'a pas cette notion du design. Je vais prendre un pays qui est très proche de nous, l'Angleterre. En Angleterre, il me semble, en tout cas c'est un Anglais qui m'avait raconté ça, au bac, on peut passer design comme option. Donc c'est cette notion de dire, quand on conçoit un objet aujourd'hui en France, la plupart du temps, c'est ingénieur versus market, donc marketing, je veux dire. Et puis de plus en plus, on intègre le troisième qui est le design. Mais aujourd'hui, un designer, c'est souvent quelqu'un qui dessine, ce que je disais un peu en amont, c'est quelqu'un qui fait une belle courbe sur une voiture, c'est quelqu'un qui a du style, comme on aime dire. Je pense qu'un designer, c'est celui surtout qui est garant d'avoir un objet qui est bien fait pour l'utilisateur. C'est souvent ce qu'on dit nous, un peu aussi avec l'ergocycling, c'est que nous, notre valeur ajoutée, c'est comment on va faire un objet qui va être facile à utiliser et donc facile pour son utilisateur. Donc moi, je le vois par rapport, encore une fois, à ces notions. En France, on fait beaucoup d'efforts, on recycle de mieux en mieux, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé aussi dernièrement sur les plastiques à usage unique, qu'on met aujourd'hui tous dans la poubelle jaune pour info. Donc c'est quelque chose, tous les emballages en plastique vont dans la poubelle jaune. C'est quelque chose qui est déjà une grande avancée puisqu'on va pouvoir demain probablement mieux les recycler. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas suffisamment, je pense, dans notre société française, cette notion vraiment du design en tant que tel. Et c'est peut-être un manque. Une question encore dans la salle? J'avais une question plutôt, alors formation, là on a des futurs professionnels dans la salle qui potentiellement pourraient s'orienter vers ces métiers-là. Justement, vous parliez que vous étiez éco-designer. Ouais. Est-ce qu'il y a des vrais métiers spécifiquement attribués? Est-ce qu'il y a des compétences? Quelles sont les compétences attendues aujourd'hui? Et voilà, les personnes intéressées de partir dans cette direction, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Le premier point, qui est ce que je disais par rapport à l'éco-conception, pour moi, éco-conception, c'est avant tout conception. Donc logiquement, vous êtes tous des concepteurs dans la salle, entre guillemets, tous des ingénieurs. Donc déjà, savoir éco-concevoir, c'est savoir concevoir. Si en plus derrière, vous commencez à amener cette touche créative d'innovation qu'on peut rajouter avec des études de design, tout d'un coup, vous avez la double casquette qui me paraît essentielle. Je pense, moi, de plus en plus, je le vois sur les projets, je le vois aussi sur les diplômes, puisque je suis aussi intervenant dans des écoles. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce triptyque dont je parlais, ingénieur, marketing, design, il est de plus en plus proche. Un ingénieur peut avoir une vision design, un designer peut avoir une vision ingénieur. De plus en plus, on va avoir ça. Et j'aurais même tendance à dire, je pense que c'est une ouverture d'esprit que vous devriez avoir. Je suppose qu'on vous dit pas mal de choses par rapport au commerce ou comment rendre un produit rentable, et donc vous avez déjà cette patte un peu marketing, mais je pense que d'avoir une patte aussi créative, même si vous restez ingénieur toute votre vie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour répondre aussi sur cette partie, est-ce que le métier d'éco-designer existe? On le voit de plus en plus. J'ai vu récemment une école qui s'appelle les Ateliers, donc l'ENSI à Paris, qui commence à proposer un master sur ce que moi j'appelle aujourd'hui de l'éco-design, mais qui est surtout du biomimétisme, comment on travaille plus sur l'éco-conception et comment on fait vraiment des diplômes spécifiques sur ce genre de métier. Écoutez, merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Je sais qu'il y a peut-être d'autres questions, mais comme je vous le disais, je le transférerai à Monsieur le Russe. Puis ça fait le lien avec les causeries saisies. Comme je vous le disais, on est là pour vous apporter la culture générale. Et voilà, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité. C'est dans tous les métiers, dans tous vos futurs métiers. Prenez ça bien en compte. J'en profite. Donc, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube Les Causeries Saisies. Donc, c'est quasiment 100% des causeries des 3 dernières saisons. Donc, allez voir, il y a plein de sujets différents qui peuvent vous intéresser. Et la semaine prochaine, je vous attends. Donc là, on est sur
le domaine d'information sur les enjeux du 21e siècle et on parlera de l'Afrique, terre d'innovation pour le numérique ou pas. Voilà. Merci à vous tous, merci à ceux qui nous regardent et bon après-midi. À mardi prochain. Toute question, causerie au pluriel.